Donc bonjour et merci d'être présent, d'être venu plus nombreux qu'on espérait. Donc je suis Julien, ça fait 13 ans que je suis dans le test et principalement dans l'automatisation. Ça fait 5 ans que je suis à la DSI de Pôle emploi et j'accompagne les équipes dans la transformation des pratiques de test et particulièrement dans l'automatisation. Et plus particulièrement, ça fait 5 ans du coup que je suis chez Pôle emploi et j'accompagne les équipes dans les pratiques de test et notamment l'automatisation, et j'adore transmettre mes compétences aux équipes pour qu'elles prospèrent dans ce domaine. Et moi, Arad, on m'entend bien. Donc je suis chez Pôle emploi depuis 2009, d'abord développeur, puis Scrum Master et désormais Product Owner. J'ai vu la transformation de la DSI, j'ai pu y participer, et moi j'apprécie le fonctionnel, livrer de la valeur et de la qualité et optimiser les processus. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment il est possible d'automatiser maintenant sans frein, sans obstacle, et comment on a procédé à Pôle emploi. Donc on va d'abord vous présenter le contexte de Pôle emploi, ses problématiques. Pôle emploi donc, fait partie du service public de l'emploi. Ses missions, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi, de les indemniser et aussi de guider les entreprises dans leur recrutement. Donc c'est 54 500 agents qui, au quotidien, vont innover, anticiper les tendances et fédérer les acteurs du terrain. Donc ça va couvrir un public assez large, que ce soit les demandeurs d'emploi et les candidats, les recruteurs et les employeurs, et les conseillers et les agents. Et ça, que ce soit sur des applis mobiles, des applis web ou des clients lourds. Donc Pôle emploi est une structure d'ampleur et la DSI doit répondre à ces enjeux en prenant en considération des volumes d'usage très très importants et de nombreux applicatifs. Ça demande de coordonner de nombreuses équipes et également de mettre en musique de nombreux applicatifs et composants. Donc là, je vais vous faire un léger résumé de la transformation de la DSI et focuser sur la partie automatisation. En 2009, on a commencé avec l'agilité. Ça partit de la souplesse et des capacités d'adaptation aux équipes. Et il y a eu des essais d'automatisation qui avaient été faits à cette époque-là, mais il y avait pas mal d'obstacles, donc du coup ça n'a pas été un focus à ce moment-là. Un des points clés, c'est 2012, avec l'adoption de DevOps, où du coup c'est un des critères de DevOps pour livrer plus vite, plus rapidement et gérer ses capacités de livraison, c'est qu'il faut automatiser. 2015, on est passé sur du SAFe, donc l'agilité à l'échelle. Ça permet de mettre en avant chez nous quand même les travaux techniques des équipes qui du coup sont affichés à chaque programme d'incrément. Et actuellement, on s'en sert aussi du coup pour engager les équipes sur les travaux d'automatisation, pour du coup que les équipes s'engagent à automatiser et le présenter au métier, qu'ils soient conscients qu'il y a des travaux qui sont autres que du fonctionnel. En 2018, on a eu TMJ, qui du coup c'est une transformation des capacités de livraison des équipes et des rythmes, et donc T c'est pour du trimestriel, M pour du mensuel et J pour du journalier. Et du coup, ça a été un des points clés, parce que du coup, si on veut passer sur ces rythmes de livraison, les tests automatisés, c'est une obligation, il n'y a pas de choix. Et ensuite, en 2019, le mode produit, qui a délimité les gouvernances équipes et les responsabilités, ce qui fait que du coup, les équipes sont pérennes sur leurs produits. Et ça favorise l'autonomie des équipes et donc l'automatisation. Elles savent leur périmètre, ce qu'ils sont responsables, et quoi automatiser. Un petit peu de synthèse technique. Alors on a un écosystème qui est très vaste, avec des technologies qui vont du COBOL à de l'Angular, en passant par du vieux WebLogic, du Spring Boot. On a plusieurs pics à disposition. Et du coup, on a fait le choix, côté test auto, de faire pareil, de laisser le choix aux équipes de prendre des outils qui vont répondre à leurs besoins et d'expérimenter. Donc il y a toute une liste, et sur le document, il y aura tout le détail encore plus. Et on a pareil côté bouchons, choix avec des bouchons qui sont faits maison, sur lesquels on reviendra plus tard aussi. Et donc maintenant on va passer à la théorie, enfin c'est plutôt la cible, c'est qu'est-ce qu'on veut viser pour toutes les équipes.
Donc la fameuse pyramide de test qui n'est pas dans le bon sens, qui est connue dans pas mal de projets. Enfin, chez nous, du coup, on n'a pas un cône de glace chez nous, et on a plutôt une coupe de glace, parce que nos TU sont quand même bien couverts depuis longtemps. On a même du mutation testing actuellement sur les équipes. Et je précise que la pyramide concerne les tests auto, principalement sur le schéma. Après, il y a des tests manuels quand même à tous les niveaux, c'est juste sur la partie test automatisé. Et la cible, c'est une vraie pyramide de tests avec plus on monte, moins on a de tests automatisés pour tester plus tôt, avoir des retours plus rapidement, que ça coûte moins cher et que ce soit le plus stable possible à maintenir. Là-dessus, du coup, on a des acteurs, on a nos testeurs qui étaient à peu près à tous les niveaux de la pyramide avant, qui vont le rester. Il n'y a pas de raison que ça change. Le PO qui teste son produit, donc pareil, pas de changement là-dessus. Et le plus grand changement, c'est la partie développeur. Globalement, avant, le développeur il s'occupait de ses tests unitaires et c'est tout. Et maintenant, on l'intègre à tous les niveaux de la pyramide jusqu'au test système, au test d'acceptation. Et donc, pour cette théorie, on a donc un pipeline de livraison théorique où, quand une équipe produit, du coup, elle a plusieurs composants pour fabriquer son produit. Donc on a les builds avec le TU, les exigences non fonctionnelles. Si ça passe bien, on peut lancer nos tests d'intégration. Si tout est bon, on versionne, on archive notre release. On peut déployer dans un environnement maîtrisé par les équipes pour exécuter les tests système. Les équipes peuvent faire des tests de perf, qui ne sont pas des benches proprement parler, mais surveiller la dégradation potentielle de performance d'une appli. Ensuite, pour les tests d'acceptation, il nous faut un environnement isoprod, donc chez nous, le plus proche, c'est l'environnement de recettes pour les correctifs post-production. Des vrais benches peuvent être demandés à la demande des équipes. Une étape facultative de test manuel. Et si tout est bon, on peut faire une demande de changement, IAMS, donc c'est une installation automatisée avec maintien de service, c'est-à-dire qu'on livre en production sans que ça se remarque. Ensuite, une fois en production, on peut faire nos smoke tests. Si les smoke tests sont bien, on déploie dans tous nos environnements legacy pour que les gens qui ne sont pas sur le nouveau stream, ils aient un composant qui marche comme celui qui sera en prod. Et le déploiement en prod, ça ne veut pas dire actif en prod. C'est le concept DevOps, on livre, on peut activer à la demande. Et après, un vrai pipeline produit où on a le même concept, build de TU, les TI sur nos sites composants, nos tests système, nos tests d'acceptation, la livraison en prod et la livraison dans les environnements legacy. Alors ça c'est bien, on montre un produit tout neuf, tout beau, où ça se construit progressivement, mais là l'intérêt c'est pas de montrer la théorie depuis zéro, c'est de montrer que tout ce qui est fait là, en fait on peut l'appliquer à chacun des autres composants qu'il y a chez nous, on l'a appliqué et qui permet du coup de grimper toutes les marches pour automatiser son produit. Et c'est ce qu'on verra dans le Rex de Harald. Bon, l'automatisation, tout le monde est convaincu, connaît les bienfaits. Par contre, il y a certains obstacles qui peuvent encore sembler insurmontables. Les environnements de test ne sont pas disponibles, les adhérences vont limiter le périmètre et la fiabilité des jeux de données et des tests. Impossible de trouver des jeux de données qui sont pérennes pour la durée de vie des tests. Et finalement, l'automatisation, ça semble compliqué. On n'a pas forcément le temps, on n'a pas le savoir-faire, il faut maintenir, c'est cher. Mais ça, c'était avant. Voici comment à Pôle emploi, on a réussi à surpasser ces obstacles. Tout d'abord, un des freins les plus fréquents, c'est la difficulté à avoir des environnements opérationnels pour pouvoir exécuter les tests automatisés. Indisponibilité des environnements, manque d'autonomie sur les environnements et sur les déploiements. Alors, chez nous, l'avantage de la transformation de la LSI, c'est que le choix a été fait, c'est Docker. La cible, c'est tout tourne sur du Docker. Et donc l'avantage, c'est que du coup, on a le composant, une fois qu'il est versionné, c'est le même qui peut tourner en local, en environnement de test, et qui partira en prod, c'est que de la configuration. On peut répéter du coup le même test dans les mêmes conditions sur le poste du développeur que sur la prod, sur l'environnement de recette, comme on peut voir. Et l'avantage, c'est que ça s'applique à n'importe quel composant, quasiment n'importe lequel, je n'ai pas trouvé de cas encore. Même si c'est un produit qui n'est pas prévu pour être variabilisé comme le voudrait Docker avec des variables d'environnement, il y a des outils qui permettent de faire ça au démarrage du conteneur, d'aller paramétrer des fichiers et puis des variables d'environnement. Donc on peut tout dockeriser. Mais ça c'est bien, mais c'est encore mieux si on peut en déployer plusieurs et que ça fonctionne ensemble. Et du coup, un des facteurs qui a libéré les capacités des équipes, c'est Kubernetes. C'est un orchestrateur, et donc du coup ça permet d'avoir
descriptif applicatif, de déployer tous nos composants, de les faire se connecter entre eux et de les exposer, et de gérer ça du coup à la demande. Et chez nous, donc, c'est 100% à la main des équipes. On a 2 clusters de développement, on a des clusters de POC, et du coup, les équipes peuvent livrer comme elles veulent dessus et faire ce qu'elles veulent dessus. Mais pas en prod, on précise. Et du coup, vous pouvez s'en faire en local. Si on veut, il y a des solutions type micro-vitesse, K3S qui permettent de faire du Kubernetes en local. Et donc l'avantage, c'est que l'équipe dispose d'un environnement totalement isolé des autres. Elles peuvent livrer quand elles veulent et en 1 minute, elles déploient leurs produits si elles veulent. Après, on a une petite particularité chez nous, c'est qu'on a un LDAP, comme un peu partout ailleurs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un annuaire d'entreprise qui référencie des objets, donc des utilisateurs, des groupes, des machines. Mais chez nous, en plus de ça, ça porte les entités métiers, organisationnels, les droits utilisateurs, les environnements applicatifs et tous les points d'entrée des composants. Donc pas de LDAP, ou pas de LDAP configuré, mais on ne peut pas tester une application. Et donc du coup, pareil, en partant sur du Docker, il y a le choix de la version simple qui a été faite au départ, c'est copier le LDAP d'un environnement, on le modifie et on l'a dans une image Docker, mais c'est lourd et c'est pas le plus efficace. Et alors du coup, la solution idéale, on a une image Docker vierge avec nos schémas spécifiques pour l'emploi, et on ajoute le strict minimum. Et du coup, il faut que les équipes montent en compétences pour connaître comment fonctionne le LDAP. Donc c'est un peu plus long, un peu plus compliqué, mais il y a une maîtrise encore plus du produit. Quand on a un C complexe, il y a d'autres obstacles qui vont apparaître, les indisponibilités de services, l'incohérence des données, les dépendances qui sont limitantes. Et ça, je crois que tout le monde a la réponse, il faut faire des bouchons. Mais du coup, comment on bouchonne? Alors chez nous, on n'est pas parti sur la théorie. Le concept de désintégration, c'est qu'on fait des tests 2 à 2 dans le composant. Chez nous, on a décidé qu'à la désintégration, on le ferait en bouchonnant au maximum notre composant. On teste notre composant, on s'assure que ce soit lui qui fonctionne seul, et on sait si ça ne marche pas, que ça vient du composant. Et ensuite, vu que au niveau produit, c'est généralement composé de 3 à 5 composants, nos tests système, c'est tous les composants du produit, et tout ce qui n'est pas sous la responsabilité de l'équipe, du coup, donc tous les composants où l'équipe ne bouge pas au cas d'eux, restent bouchonnés. Donc, tout ce qui est authentification, ou du coup adhérence avec notre équipe. Et comment on fait ça? Alors pour la partie reste du wire mock, du mock server, on a du made in équipe. Certaines équipes décident de faire le propre serveur de bouchon en Node, avec du JSON server ou des choses comme ça, quand il y a besoin de dynamisme un peu entre les appels et les réponses pour que ça fonctionne. On a quelques appels SOAP avec des partenaires externes aussi, mais du coup ça fonctionne sur les mêmes concepts. Et pour tout ce qui est spécifique, on a des bouchons type fait maison, donc pour le LDAP, les bases de données, on a un framework maison qui transfère des EJB avec des trames XML sur des protocoles propriétaires. Et ça, bien sûr, ce qui est important, c'est la documentation dans tous les cas. C'est que les gens aient à dispo une doc qui leur dit comment on déploie ça, comment on le configure, et qui contacter par exemple quand il y a besoin d'avoir des projets références qui exploitent les bouchons. Et du coup, là, on obtient des tests qui sont répétables à chaque fois, fiables et rapides. Par exemple, si on ne passe pas par l'authentification, on gagne 30 secondes par test automatisé chez nous. Pour garantir la répétabilité des tests automatisés, il faut disposer de données fiables. Mais comment assurer stabilité, rejouabilité, partage et disponibilité sur les environnements? Et bien, on l'a dit tout à l'heure, on a du coup nos images Docker type de nos bases de données. On en a en DB2, on en a en Oracle, on en a en GraphQL, en plein de choses. Et du coup, la solution pour les équipes est soit au plus simple, on copie une base, et du coup, on a notre base de données, mais pareil, c'est lourd, c'est plus long à démarrer pour les environnements de test. Et après, la solution intermédiaire, du coup, c'est d'avoir un jeu de données réduit. Donc, on prend notre copie, on la réduit, on prend une partie de notre copie. Et après, le parfait, c'est d'avoir notre base vide, avec seulement son schéma, et de créer les jeux de données à l'amende avant nos tests ou avant chaque test en fonction. Et pour ça, niveau outillage, on a Flyway qui permet du coup de charger des données au démarrage, LinoPimo qui est un ETL open source qui permet de faire le mapping complet d'une base et du coup d'en extraire des données, de générer des données à la volée, des choses comme ça. Ou alors la version brute de Foundry où on injecte directement du SQL. Bon, automatiser, ça a l'air compliqué. La complexité, la difficulté à maintenir, le manque de savoir-faire et de temps. Alors, quand c'est trop technique, mais quand c'est technique, on demande aux gens les plus compétents pour ça, on demande aux développeurs. Il faut les intégrer dans la mise en place des tests auto.
c'est les plus à même à aider sur le domaine. L'autre solution aussi, c'est de partager, donc documenter tout ce qui est essai, que ce soit réussi ou un échec, parce que quand on a échoué quelque part, c'est bien que les autres le sachent pour ne pas refaire pareil. Et donc du coup, on a des règles, on a des communautés de pratiques, on a des confluences où du coup, on a tout documenté dessus. Avant, on avait un site interne à la Transfo. Il faut former les équipes, et pas que les testeurs. Les développeurs et le testeur doivent, même s'ils font partie de la même équipe, avoir le même niveau de compétence côté test. Et après, on a aussi expérimenté des solutions no-code pour surtout côté test d'acceptation, pour du coup les testeurs qui sont vraiment pas techniques. Donc on a un outil maison qui est une surcouche Selenium Cucumber qui se base sur des fichiers CSV pour définir les actions, les choses à manipuler. On avait HPUFT avant, qui permettait de s'intégrer dans les idées de développeurs, mais le référentiel d'objet du UFT est un binaire, incompatible avec Git. Donc du coup pour le versionning ça pose problème, donc on l'a abandonné. On a fait des essais avec Cypress Studio, qui était expérimental, et qui a été abandonné en version 10, donc le POC Cypress est tombé à l'eau. Et Karate Labs, qui fait des tests d'API, principalement en Gherkin, qui permet aussi de faire du Karate 8, mais ça nécessite plein de problèmes de configuration et de dépendance, et sur les postes d'un non-développeur, c'est extrêmement lourd à installer et à configurer pour le côté où il faut quand même un peu de technique pour savoir en faire. Et du coup, là, actuellement, on est sur un POC qui a été utilisé sur Agilitest, et qui est en cours de généralisation. On attend juste le fait de pouvoir faire tourner tout ça sur du Linux pour notre CI/CD, parce que chez nous tout tourne sur du Linux, plus de Windows, il nous faut que du Linux et du Docker évidemment. Et quand on ne sait pas quoi automatiser, et bien commencer petit. Plus c'est petit, plus c'est facile à automatiser, donc commencer petit, pas essayer de faire un test qui teste tout. On ne fait pas tout en même temps, pas que côté test, mais côté mise en place de la stack. On ne cherche pas à monter l'environnement, à créer nos tests auto, à créer nos bouchons. On prend par exemple, c'est pas une recette, hein. Tout ce qu'on dit c'est ce qui marche chez nous, il faut l'adapter. Mais du coup par exemple on peut partir sur un prototype de test auto qui sur un environnement qu'on sait fonctionnel. Et après on s'attaque aux bouchons, puis à notre environnement, et ensuite on attaque la partie qui peut être souvent complexe qui sont les données. Et une fois qu'on a ça sur un composant, on profite de notre expérience pour le faire sur un autre. Et une fois qu'on a chacun de nos composants dans cette situation-là pour nos tests d'intégration, on a quasiment tout pour notre système et on a grimpé toutes les marches progressivement. Et pour tout ce qui est ciblage, les tests simples et répétitifs, tout ce qui est fonctionnalité critique ou fortement utilisée, et tout ce qui est à forte valeur ajoutée. Et ça dépend principalement de la stratégie de test de l'équipe et du produit. Et pour la maintenance, alors, un test automatisé, c'est technique, donc si le produit évolue, il doit évoluer, pas de magie. Donc chez nous, on a des pratiques qui sont type TDD, donc du coup, on définit les tests avant de faire le développement, donc du coup, la maintenance, elle est déjà faite, donc on a déjà mis à jour le test. Et après, pour la partie équipe, on a du BDD, du coup, du Behavior Driven Development, où du coup, avec les réunions type Trace Amigos, on a déjà du coup, sur chaque US, des critères d'acceptation qui sont du coup automatisables. Et c'est à ce moment-là aussi que les équipes décident si oui ou non un test doit être automatisé, parce que des fois, ça n'a pas forcément d'intérêt. Un test doit cibler un critère d'acceptation, donc si une US a 10 critères d'acceptation, on fait 10 tests, comme ça on sait ce qui ne marche pas, plutôt que d'avoir un test qui plante, où on n'aura testé qu'un critère et on ne saura pas pourquoi c'est KO de suite. Et pareil sur une feature qu'on a plus haut niveau, quand une feature a plusieurs critères d'acceptation, on peut mutualiser, bon ça c'est connu, réviser des étapes, paramétrage, tout ce qu'on veut. Les tests du coup sont la responsabilité de l'équipe, on est en agilité, c'est pas le testeur, c'est l'équipe. Donc le partage de connaissances, le partage de savoir fonctionnel, ça permet de mieux travailler, d'être d'accord sur un langage et de savoir ce qu'on teste et si on teste correctement. Et du coup, une fois qu'on a bien conçu notre stratégie, la maintenance est simplifiée parce que du coup on a un environnement qui est toujours disponible, quand on le veut, avec nos données maîtrisées, sans adhérence, et donc du coup la maintenance, c'est une fonctionnalité disparaît, on supprime le test. Une nouvelle fonctionnalité, on va faire un nouveau test, il n'y a pas le choix. Et si le produit évolue, c'est une évolution du test qui est liée à l'évolution. Et du coup, on n'a plus de flaky test. Et une des cibles, c'est que l'automatisation fait partie du definition of done d'une story.
Et quand on n'a pas le temps, il faut savoir que du coup, ce qui est automatisé n'est plus à tester à la main. Et généralement, on ne part pas en prod sans avoir testé quand même, donc c'est quand même dommage de ne pas automatiser certaines choses. Ce qui est automatisé, ça tourne beaucoup plus souvent, à chaque commit. Donc si on veut, ça peut tourner 15 fois par jour, ce que ne pourra jamais faire un humain. Donc on a des retours beaucoup plus rapides, plutôt que d'attendre 2-3 semaines avant d'avoir un retour sur les tests manuels. Les tests avec tout ce qui est BDD, ça vient de la documentation vivante. Donc, dans le projet, on a la documentation fonctionnelle, et du coup, ça sécurise, ça met en confiance les équipes lors des changements en équipe. Dans les changements d'évolution, les changements liés aux personnes de l'équipe, les personnes qui partent, les personnes qui arrivent, et du coup, quelqu'un qui n'a pas la maîtrise du fonctionnel, il sait que quand il fait une évolution pour la première fois, il n'aura pas cassé tout ce qu'il voyait pas autour. Bon, que ce soit pour la DSI ou pour les équipes, l'automatisation ne s'est pas fait en un coup et n'a pas été simple du premier coup. Je vais vous faire un retour d'expérience de mon équipe, l'équipe Opportunité Emploi, dont le périmètre principal c'est la recherche d'offres d'emploi et les candidatures. Nos ambitions datent d'il y a plus de 6 ans et avaient pour objectif d'optimiser nos efforts de test et d'augmenter la qualité de nos produits. Le contexte technique et fonctionnel n'a pas été facilitant pour nos premières initiatives, pour nos premières mises en œuvre. Déjà, on a beaucoup de composants et pas mal en legacy. Après, on a aussi des actes métiers assez complexes. Là, vous pouvez voir un petit trou d'un acte métier qui va toucher à pas mal d'éléments du SI. D'ailleurs, autre élément, on avait beaucoup d'adhérence, on a toujours beaucoup d'adhérence avec d'autres produits du SI, des produits d'autres équipes. Donc, comme je vous disais, on a tenté déjà par le passé, on a fait 2 tentatives avant cette dernière que je vous présente après. Ces 2 tentatives, on n'a pas réussi à surpasser les obstacles qu'on a rencontrés. Alors, le premier des obstacles, c'était le turnover, avec la perte de compétences et la non-capitalisation. Le deuxième obstacle, ça a été la maintenance trop coûteuse à chaque évolution. Et le troisième, ça a été le fait de ne pas avoir pensé au niveau global, au niveau produit, l'aspect automatisation, et de l'avoir laissé vraiment qu'à la charge de la fabrication. Donc voilà, sur ces bases-là, on a remis couvert grâce à de nouvelles opportunités pour se relancer. Donc la première, ça a été une réorganisation de l'équipe où on a pu repenser le rôle de chacun autour du test. Le deuxième, c'est l'évolution de notre SI avec de nouvelles méthodologies, de nouveaux outils qui ont permis de débloquer de nouvelles capacités. Le troisième, ça a été le fait de pouvoir partager avec d'autres équipes et on a pu rentrer en immersion sur des produits qui avaient déjà des périmètres de tests automatisés aboutis. Et le quatrième, ça a été la découverte d'Agilitest et la mise en place d'un POC fondateur. Alors pourquoi Agilitest alors qu'on avait déjà beaucoup d'outils dans la boutique? Ça permettait de répondre à une problématique qui n'était pas traitée, qui est les tests automatisés fonctionnels de bout en bout, qui ne sont pas gênés par le legacy, qui sont simples à mettre en place et qui ne demandent aucune compétence de développement, ce qui correspondait tout à fait à notre ingénieur de test. Donc, suite à ces opportunités, on a défini ensemble nos ambitions. Déjà, la première, c'était d'améliorer la qualité et la maîtrise de nos produits. La deuxième, c'était de définir vraiment des besoins de tests et des granularités, des niveaux de test, pour y voir plus clair. Ensuite, le fait que ce soit partagé par tous les acteurs du produit, que ce soit des développeurs, product owners, ingénieurs de test, product manager. Et enfin, le fait d'avoir quelque chose qui se maintient facilement, qui me permet de maintenir donc une qualité. C'est moi qui l'a mené. Nos débuts. Alors, on a donc eu ces 2 initiatives stoppées et notre patrimoine de test a été pas mal appauvri. Il a fallu s'appuyer donc sur
sur les quelques tests automatisés qu'on avait. On avait des tests de production, on avait des tests de nos conversations de chatbot et un harnais de test sur un de nos produits qui avait été mis en place par Julien. Et mis à part ça, voilà, tout le reste n'avait pas été conservé. Du coup, les outils ont évolué, nos sachants étaient partis vers d'autres cieux, et du coup, il a fallu repartir complètement de zéro. Donc, comment après on est monté en gamme? Alors, les développeurs ont pu tester plusieurs outils, et toute l'équipe s'est impliquée par le biais d'une modernisation de la stratégie de test, où en fait, on a vraiment défini à quel moment les tests intervenaient dans nos processus, que ce soit dès la conception. On a mis en place du Tres Amigos pour le definition of ready et nourrir les critères d'acceptance dès le début avec cette optique. On a inclus ça au definition of done et voilà, ça a permis vraiment d'impliquer tous les acteurs. Ensuite, du coup, pour la mise en œuvre, on a intégré un backlog technique, toutes les actions qui étaient nécessaires pour ce suivi. Et du coup, le fait de l'avoir en plus du backlog fonctionnel, ça nous a permis de pouvoir prioriser, de donner de la visibilité. Les équipes se sont appuyées sur des solides bases de tests UV. Et ensuite, ils ont réalisé des TI en mode bouchon, avec du coup Serenity Rest Assured de côté back et Cypress côté front. En parallèle, notre ingénieur de test a couvert les tests d'acceptance, les TA, grâce à AgiliTest. Et ça nous a permis après de converger vers des tests système en alliant la technique et le fonctionnel. Bon, c'est en cours encore. Et il y a également la documentation, les reporting qui nous ont permis d'avoir de la visibilité et de savoir en avance et d'optimiser. Bon, il y a eu effectivement des difficultés à rencontrer. Déjà, la première, c'était de repartir de zéro, quasiment. Il a fallu repenser nos manières de travailler ensemble. Du coup, ça demande des ajustements, des tentatives, des retours en arrière. Et ensuite, il nous a manqué du temps aussi. C'est que quand on a un backlog fonctionnel très chargé, le backlog technique est parfois difficile à prioriser. Puis ça demande pas mal de temps pour monter en compétences, pour mettre ça en place sur de nouveaux composants et rattraper ça aussi sur les composants déjà en place. Donc le chemin est bien avancé, mais on n'est pas encore au bout du chemin, il nous reste du travail. Déjà, la mise en place plus importante de monter en gamme sur les tests système. Là, effectivement, on a moyen de faire mieux, là on est au début. Mettre en place après des bouchons partagés et de la contractualisation de services, ce qui nous permettra de mieux appréhender les autres produits, les produits des autres équipes. Et à partir de là, oui, il nous reste aussi à optimiser nos pratiques. On a mis en place du TDD et du BDD, mais le TDD, on est peut-être à 10% de mise en application. Voilà, le fait de globaliser ces pratiques permettra de monter en gamme. Bon, l'automatisation n'a pas encore atteint notre cible, mais on peut d'ores et déjà adresser un bilan très positif. Au niveau de l'évolution des tests, le fait d'avoir intégré tout ça dans notre stratégie de test, ça assure la validité des tests à toutes les étapes, que ce soit le fait de faire les Tres Amigos et de gérer cette maintenance, ces évolutions. Les definition of done et les definition of ready nous permettent effectivement aussi de caler ces besoins de mise à jour et de maintenance. Et ensuite, la VNR a été couverte par notre ingénieur de test
Et ça s'est maintenu au fil des évolutions, la VNR, et elle le fait grâce à JTest, et c'est d'autant plus facile pour elle que l'outil est très pratique pour la maintenance par sa modularité. Donc ça nous permet aussi de gagner en persistance de notre périmètre de test. Et enfin, le TDD, quand il est réalisé, bon, c'est que 10%, mais quand il est réalisé, c'est aussi la maintenance, c'est l'assurance d'avoir des tests actualisés. Donc, niveau qualité, il y a eu un gain notable en qualité, une baisse des anomalies, surtout des anomalies de prod. Une fois qu'on a passé tous les harnais de test, les anomalies sont vraiment réduites. On a fait un gain de temps assez rassurant aussi sur les outils qui font des reportings, qui permettent d'avoir une visibilité, ce qui fait qu'on arrive plus facilement à tester, à reproduire, à corriger les anomalies, et ça c'est un facteur rassurant pour l'équipe, ce qui fait qu'on est beaucoup plus serein pour nos mises en production, qui sont désormais plus fréquentes et plus en autonomie. Donc une fois qu'on a retrouvé la qualité sur nos produits, on a pu se concentrer un peu plus sur nos produits, ce qui fait qu'on maîtrise toutes les étapes de déploiement de nos produits. On arrive mieux à cerner les interactions avec les produits des autres équipes. Et après, on peut se concentrer aussi sur d'autres indicateurs de valeur, de suivi de notre produit, ce qui fait que voilà, tous ces éléments font que nos produits sont plus maîtrisés qu'avant. Et tous ces éléments, ça représentait un surcoût pour tous, effectivement, un surcoût à la réalisation, mais au regard des gains, alors les gains, la qualité, la maîtrise, l'assurance, l'autonomie aussi, et l'efficacité du dev, l'efficacité des tests. Pour les devs, c'est très rassurant quand on fait une refactorisation, de savoir que tout est déjà couvert et qu'on risque pas de casser sans voile. Et voilà, donc tous ces gains font que ce surcoût, finalement, n'en est plus un, même au contraire. Et ça nous a permis, nous, de nous transformer, de moderniser donc, notre stratégie de test et de changer nos manières de travailler ensemble, de partager et de livrer. Donc, on va faire un petit focus côté DSI, avec du coup la volonté de transformation de la DSI qui a été engagée il y a 3 ans, avec du coup la mise en place du pilotage par la valeur, pour s'assurer de la satisfaction utilisateur, mettre en place une organisation et des fonctionnements orientés au produit. Et du coup, ça passait par optimiser les pratiques de fabrication, s'assurer de la stabilité, de la sécurité, de l'accessibilité et des performances du SI. Et tout ça, ça passe du coup par un SI plus moderne, plus modulaire et plus évolutif. Et du coup, pour s'assurer, ça me permet d'assurer le respect de nos engagements et l'excellence opérationnelle. Et donc pour atteindre cet objectif, donc voilà, on avait divers OKR qui vont changer du coup, vu qu'on a passé 3 ans que ça va être renouvelé. Et du coup, désormais, maintenant, on a un référent transformation par TrainSafe pour s'assurer que les équipes se transforment et faire le suivi et accompagner. Et en pendant, pareil, du coup, on a un référent automatisation qui va accompagner chaque TrainSafe pour apporter les bonnes pratiques, faire des audits, voir ce qui se passe bien, ce qui se fait pas assez, trop, qui pourrait être fait différemment. Et du coup, côté notre direction, donc D2IA, donc il y a la direction inscription, indemnisation et actualisation. On a des suivis du coup par produit ici. Du coup, on a l'évolution des streams, donc trimestriel, mensuel, journalier dans le temps. Et on voit que plus on avance, plus on passe vers du M et du J. Il faut savoir qu'on en aura toujours qui vont rester en T, parce que les vieux composants legacy, c'est sur le cœur métier et du COBOL, même si on essaie de se désengager du COBOL depuis quelques temps. Mais ceux-là, ils ont plus de difficultés à migrer. Et donc sur la même période, on voit du coup que le nombre de produits qui ont des tests automatisés de différents niveaux progresse également. Ce n'est pas des nombres de tests, c'est les produits qui ont des tests de ce type-là. Et du coup, un plus gros focus côté outillage niveau DSI, donc c'est les extractions que je fais depuis Git
Donc, du coup, on regarde dans les projets ce qu'il y a comme outil pour voir l'évolution dans le temps. Et donc, du coup, on peut voir que côté outils d'automatisation, avec le lancement de TMJ, on a eu le temps que ça se polémise un petit peu, on a eu une forte progression d'automatisation, des outils d'automatisation sur les projets. Pareil avec le mode produit, et depuis la mise en place de la transfo DSI, ça grimpe fortement. Et du coup, sur le même concept, on regarde ce qu'il y a comme Cucumber dans les projets Git pour voir la progression. On a globalement la même progression, pas avec les mêmes volumes, par contre, mais quand même une belle progression, et en ce moment, du coup, ça décolle totalement. Alors voici les gains que nous avons pu constater. Déjà, comme on le disait, la maîtrise des produits. Les équipes maîtrisent le produit de sa fabrication à sa mise en production, son déploiement, et en plus disposent d'une documentation fonctionnelle, notamment grâce au BDD. Ça permet d'optimiser les tests manuels. Du coup, ce qui est automatisé, c'est plus à tester à la main, et donc du coup, ça laisse du temps à l'humain de faire un travail d'humain, et pas de faire le robot. Ça modernise les stratégies de test et ça inclut désormais le test automatisé dans l'ensemble des étapes. On a de plus en plus de partage entre les équipes, et pas que côté test auto, il y a des partages du coup, qui sont côté technique, les équipes elles échangent plus facilement entre elles, et du coup ça aide surtout à centraliser la doc. Et ça fait baisser drastiquement les incidents de production. Les équipes les plus avancées, du coup, malgré des livraisons régulières et fréquentes, connaissent très peu d'anomalies de production. Alors, bien sûr, on a encore des difficultés qui restent. Alors, la multiplication des efforts de test, en fait, ce qui nous reste à faire, c'est avoir une vue agrégée, test auto, test manuel. Parce que globalement, les tests auto, ils sont dans Git. Là, avant, on avait ALM, on est passé sur du Jira X-Ray pour les tests manuels. Et on est en train d'adresser le fait de remonter nos résultats et nos tests automatisés dans Jira X-Ray pour avoir une vue globale et éviter de faire des multiples fois les mêmes tests, notamment côté test système et test d'acceptation, qui c'est déjà automatisé. Après, disparité de pratique et de maîtrise, du coup, il va falloir prévoir une montée de compétences de tous les acteurs concernés sur les outils et sur les méthodologies. La gestion des jeux de données, on a des solutions. Il y a peu d'équipes qui les mettent en pratique parce que la connaissance de leur schéma de base, des choses comme ça, elles n'ont pas forcément une connaissance détaillée. Il y a plein de particularités, de codes, de choses comme ça. Donc c'est un accompagnement sur lequel on va plus se focuser dans l'avenir. Et la dette, du coup, les applications en legacy sont beaucoup plus complexes à automatiser. Et quand on part sur des démarches d'automatisation, il va falloir prendre en compte qu'on fasse des refontes ou pas ces vieux composants. Alors, qu'est-ce qu'on vous préconise? Commencez petit, sinon c'est le meilleur moyen d'éviter un gigantesque échec. Il faut impliquer tous les acteurs du SI. Chaque marche va nécessiter des compétences qui peuvent être éparpignées parmi les sachants. Les équipes doivent comprendre l'intérêt automatisé. C'est à l'équipe de s'impliquer et c'est le meilleur moyen de généraliser l'automatisation. Il faut laisser les équipes expérimenter parce que quand elles expérimentent, elles s'impliquent et elles deviennent moteurs du changement. Faire des retours, donc des présentations, des règles, tout ce qu'on peut imaginer, et documenter les pratiques. Ça évite de réinventer deux fois la roue si un collègue à côté l'a déjà fait. Et puis il ne faut pas se restreindre à une solution unique. En fait, il faut prendre la solution qui est adaptée aux besoins de l'équipe. Et il faut surpasser le ticket d'entrée. Parce que certes, ça a un coût, mais c'est compensé par les gains de côté qualité et surtout le fait du nombre d'exécutions possibles des tests qui dépasse largement ce qu'on pourrait faire à nous-mêmes. Donc pour conclure, l'automatisation est nécessaire pour livrer plus vite et plus souvent. Les équipes elles sont du coup en confiance pour livrer. Ça permet de réduire drastiquement les incidents de production. Et on a des produits qui sont maîtrisés. Et à retenir que chaque jour sans automatisation, c'est la dette qui grandit.